Bonjour à tous et bienvenue à cette édition. 4 membres du gouvernement sont à Niamey au Niger. Ils se sont entretenus avec les autorités nigériennes sur les voies et moyens pour une meilleure prise en charge des réfugiés maliens. Il est prévu une visite des différents camps de réfugiés. Ils sont estimés à plus de 60 000 Maliens réfugiés au Niger. Envoyés spéciaux Suleiman Kenza Sidibé et Abdul Salam Bambara. Les réfugiés maliens vivant sous le sol nigérien sont estimés de nos jours à plus de 60 000 personnes. Ils sont répartis sur les sites aménagés de la région de Tillabéri, la région de Taouya, avec en plus 4 sites spontanés, et la commune urbaine de Niamey pour 6 000 réfugiés. De toute l'importance de cette mission du gouvernement. Et cette mission comporte des phases, les séances de travail avec les autorités nigériennes et les visites sur les sites d'hébergement. D'ores et déjà, les membres du gouvernement ont rendu visite successivement au ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant et au ministre de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales du Niger. Les membres du gouvernement malien ont exprimé et témoigné toute la gratitude du peuple malien et du gouvernement pour les soins apportés à nos compatriotes déplacés. Enfin, un peu tard dans l'après-midi, les 4 membres du gouvernement malien ont été reçus en audience par le Premier ministre nigérien, lequel a bien salué cette démarche. Mieux, de l'avis du Premier ministre, des signaux positifs proviennent de Bamako quant au dénouement rapide et heureux de la grave crise que le pays vit. Retour ici dans la capitale malienne où il est difficile de circuler en cette saison des pluies à cause de l'état des routes, ce qui crée de terribles embouteillages alors que les usagers se posent des questions sur l'utilisation faite du budget destiné à l'entretien des routes. Les services des routes évoquent, eux, le manque de moyens. La route dans tous ces états. C'est un reportage de Sidiki Dambélé. La route à Bamako dans tous ces états. Des usagers sont obligés de choisir leur nid de poule, devenus par endroits des nids d'éléphants. Impossible de les éviter. Sur certaines voies, on ne distingue plus le bitume, totalement rongé par la terre battue. Conséquence, bonjour collisions, crevaisons et courbatures, et coups de gueule des usagers. La voie là, elle n'est pas bonne. Il faut qu'on la répare. Sinon, nous les motocyclistes là, on est très fatigués. Vous voyez l'état? S'il pleut là, on ne peut même pas passer par là. On est obligé de rouler là où passent par les véhicules. Ça peut amener un embouteillage et créer des accidents. À ma famille, pourquoi éviter? À ma famille, pourquoi éviter à mon temps? Ma bien accident de mes caca. Donc, nous autorités me comme ça là, là le plus rapidement possible. Avec ça, mon consommé. Chaque fois, l'accident me cale. Ces trous sont infernales. Ça ne peut provoquer que des accidents graves de la circulation. Même l'autre jour là, moi des fois je prends la moto. Il y a une Toyota Corolla qui a voulu éviter ces trous là. Il a voulu me rentrer dedans. Vous voyez ce que ça peut causer? Au niveau du carrefour de l'autogare de Sogonikou, hop là. L'on est obligé de zigzaguer en milieu de cette petite mare de 3 mètres qui dicte sa loi aux usagers et aux policiers. Ça amène les ralentissements des véhicules. En même temps, ça cause les accidents de la circulation routière. Ah ouais. Bon, les trous là, ça, vraiment, il faut que ces choses-là soient remplies. Une fois remplis, ça amène l'équilibre de la voie publique. Ça ne peut faire que de torturer les essieux de la voiture. Ça ne peut faire que torturer les roues de la voiture. Hein? C'est vraiment grave. C'est pas bon. C'est pas bon pour les véhicules. Vous n'avez encore rien vu. Imaginez. La nouvelle voie qui mène au 3e pont, construite à peine une année, connaît déjà un début de dégradation avancée. Dans les mêmes prolongements, ne soyez pas étonnés de voir des pneus et des chaises anglaises usagées pour prévenir du danger sur la voie trouée. Je lance un appel pour qu'on puisse bien réparer ça, parce que nous les motocyclistes là, nous payons les viettes. Et si on paye les viettes, notre voie on ne répare pas ça. Est-ce que ça c'est bon? Question.
Où sont passés les services techniques chargés de l'entretien de ces voies? Les services techniques sont là. C'est-à-dire que généralement, quand on fait une route neuve, dès le premier jour de la mise en service, la route a besoin d'être entretenue. Donc c'est ça qu'on appelle l'entretien préventif. On prévient les dégradations. Au bout d'un certain âge, si c'est la route revêtue en enduit superficiel bicouche, on en a pour 5 ans. 5 ans, il faudrait obligatoirement faire un entretien périodique qui va consister à refaire le tapis, la couche de roulement. Si c'est des routes revêtues en enrobé, c'est-à-dire que c'est au bout de 7 ans, 10 ans, 15 ans qu'il faudrait repasser encore ce tapis. Parce que, vous savez, le bitume, c'est des matériaux chimiques qui, avec le temps, perdent certaines caractéristiques. Malheureusement, dans notre cas, qu'est-ce que nous constatons? C'est que cet entretien périodique, faute d'argent, on a toujours tendance à les différer. Et qui diffère aujourd'hui un investissement paiera plus cher. C'est ce qui nous rattrape aujourd'hui. À Bamako, c'est la mairie du district, à travers la direction des services urbains, de la voirie et de l'assainissement, qui est chargée de l'entretien des voies urbaines. Mais le maire n'a pas voulu se prononcer sur la question. Il nous a envoyé paître. La Géoroute, de son côté, essaye tant bien que mal de colmater les brèches sur les routes nationales qui relèvent de sa compétence. Il y a déjà des travaux qui sont engagés. Bon, le pays a connu certes quelques perturbations en début d'année qui ont fait que ces programmes ont pris un peu de retard. Mais à la date d'aujourd'hui, sur l'ensemble du réseau du district de Bamako et même du réseau intérieur, il y a des entreprises qui sont déployées. Mais la priorité est donnée à des tâches qui permettent de préserver l'intégrité de la route, tels que les ouvrages d'assainissement et les ouvrages d'art, les dallos, les buses, qui permettent d'évacuer les eaux. Parce qu'en cette période hivernale, il n'est pas très aisé de travailler sur la chaussée. Mais nous nous employons chaque fois que cela est possible de fermer ces trous, soit avec des matériaux provisoires tels que de la caillasse, ou bien quand le socle est sec, de le faire carrément avec de l'enrobé. Ce qui est sûr, une route mal entretenue, c'est bonjour les dégâts, car elle conduit toujours au garage ou à l'hôpital, voire même aux deux endroits. Et nous restons sur les routes où roulent également les charrettes. La charrette qui reste un moyen de transport incontournable à Ségou malgré l'avènement des moyens de transport modernes. Quel est son impact socio-économique dans la région? La réponse dans ce reportage de Fousseni Samaki. Ils sont près de 4000 charretiers dans les communes de Ségou et Pelengana. Ces charrettes viennent des villages environnants et de la ville de Ségou, surtout les lundis, jour de foire de la capitale des Balanzans. J'exerce ce métier depuis longtemps pour entretenir ma famille. Les taxes que nous payons sont dans l'ordre de 8500 francs. Les ruraux qui ne sont pas habitués à la circulation posent problème, car ils entraînent des accidents. Les petits-enfants aussi sont salués en ville. Et cela donne même le dégoût du métier, car ils ne respectent pas le code de la route. Ces charrettes ont un impact socio-économique important au niveau des populations. D'abord, le transport des personnes, surtout les forains, et ensuite le transport des marchandises, de l'eau, des céréales, des fruits et enfin des GIE pour le ramassage des ordures. On a transformé la charrette en transport humain. Ça a ses avantages parce que c'est moins coûteux. La charrette, c'est 25 francs, maximum 50 francs pour se déplacer à Ségou. Maintenant, c'est cet avantage surtout pour les femmes qui vont au marché. Nous prenons les charrettes parce qu'elles sont moins chères et peuvent prendre assez de bagages. L'usage de la charrette a des inconvénients. La précipitation des conducteurs provoque souvent des accidents entraînant des fractures. L'apport économique des charrettes pour la seule commune de Ségou en matière de taxes est estimé à près de 10 millions de francs CFA par an. L'avantage des charrettes à Ségou, c'est qu'au niveau des taxes communales, la charrette contribue énormément. Donc ça, c'est un impact très important pour la contribution que la charrette apporte pour la collectivité même et à Ségou. En réalité, c'est les conducteurs de charrettes qui ne respectent pas l'itinéraire
que la mairie les a donnés. Les conducteurs sont des bras valides et certains scolaires pendant ces vacances qui ne maîtrisent pas les métiers. Il y a ces itinéraires qui doivent emprunter, mais généralement ce qu'on constate, c'est le contraire. Les charretiers ne doivent pas emprunter la RN6. Ils ne doivent pas circuler le long de la RN6. Ils peuvent traverser la RN6, non sillonner la RN6 tout au long. Les charretiers doivent laisser vraiment la RN6 parce que sur la RN6, une charrette sur la RN6, des véhicules ne peuvent pas passer. Comme il y a une rue bitumée à côté de la RN6, les charrettes peuvent pratiquer cette rue bitumée. Mais malheureusement, l'incivisme des charretiers, ça pose problème à Pelengana. Parce que chaque accident de Pelengana, c'est provoqué par les charrettes. Malgré les sensibilisations des différentes autorités, on déplore le non-respect du code de la route, les trajets interdits, la non-immatriculation des charrettes et l'absence des catadiopes entraînant souvent des accidents mortels. La population devient assez grande. S'ils pouvaient rester en dehors du centre-ville, ce serait mieux. Ou bien leur donner des artères qui ne sont pas assez fréquentées par les véhicules. Et moi, je pense que les autorités doivent pouvoir prendre leurs responsabilités. On a beaucoup sensibilisé. Il est grand temps d'appliquer les textes pour que les gens se soient civiquement bien formés. L'heure est donc à une implication de tous pour une bonne gestion des charrettes à Ségou. Et sport football en Coupe de la Confédération, le Djoliba AC a gagné hier dans le groupe B de la phase de poule. Lors de la première journée, les Rouges de Djoliba AC ont battu leur grand rival, le Stade malien de Bamako, 2-0. Le résumé du match avec Khalifa Nama. On attendait un grand match entre le Stade malien de Bamako et le Djoliba Athletic Club. On assiste plutôt aux cavaliers seuls des Rouges dans ce match inaugural de la Coupe de la Confédération. Soucieux de réussir une grosse saison 2011-2012, les Rouges de Bamako se mettent dans une position confortable dès la 4e minute. S'appliquer cette fois-ci, le ballon il est aérien. Le corner de Issa Traoré est victorieusement repris de la tête par Salif Koulibaly. Le Djoliba AC ne pouvait espérer mieux. La réaction du Stade malien de Bamako s'est fait attendre en vain. Certainement sous le poids d'une première journée face aux ennemis intimes, les Blancs pêchent par leur mauvaise organisation et surtout le manque de détermination. Les consignes reçues à la pause n'ont pas apporté d'amélioration dans le jeu. Le Djoliba AC, plus volontaire et plus réaliste, met fin au suspense en obtenant un second but, œuvre de Mohamed Sissé à la 69e minute. À l'image des supporters, les Rouges maintiennent le rythme et obtiennent une victoire précieuse pour la suite de la compétition. Les Blancs se doivent de corriger les nombreuses lacunes. La victoire d'aujourd'hui, je dis, ce n'est seulement les reflets de ce qu'on avait toute la saison de la part de Djoliba. Au départ, je ne m'attendais pas à ce score de 2-0. Je m'attendais quand même à gagner contre cette équipe qu'on a d'ailleurs bâtie cette année 2 fois. Connaissant déjà leurs faiblesses, on a misé sur ça, sur ces faiblesses, et quand même essayé de pointer leurs points forts. Mais aujourd'hui, le Stade m'a quand même surpris par rapport au dernier match qu'on a en championnat. Ce n'était pas vraiment la vraie forme du Stade. L'adversaire, il mérite leur victoire. Je les félicite. Donc ça doit être des leçons pour nous encore. Et puis on va en profiter pour essayer de corriger ceux qui n'ont pas marché. Ça fait 6 journées. Nous sommes au tout début des rencontres. Je sais que la prochaine fois, le Stade va jouer juste à sa vraie valeur. À l'issue de cette première journée, le Djoliba AC est leader du groupe B avec 3 points, suivi du Wydad Casablanca et AC Léopard du Congo. 1 point, le Stade malien de Bamako à 0 point. Lors de la deuxième journée, dans 2 semaines, le Djoliba AC recevra la formation congolaise des Dolisiers et le Stade malien de Bamako se déplacera à Casablanca. En athlétisme, fin des championnats nationaux, la compétition a regroupé environ 300 athlètes à Bamako. Cette 31e édition a été placée sous le signe de la fraternité sportive au service de la paix. Le tournoi a duré 2 jours. Isaac Thiernou nous fait le compte rendu. La compétition qui a vu la participation des ligues régionales, en plus des clubs affiliés, a regroupé environ 300 athlètes. Pendant 3 demi-journées de compétition,
les athlètes ont rivalisé dans les épreuves de vitesse, de fond, de demi-fond et de concours. Cette 31e édition est placée sous le signe de la fraternité sportive au service de la paix. La présence des ligues de Tombouctou et Gao en est une parfaite illustration. Ça, c'est un signe de paix pour faire savoir à tous les Maliens que le Mali il reste indivisible. Sinon, nos athlètes ils ont des sérieux problèmes pour arriver à Bamako. Mais comme le Mali reste toujours vert, jaune, rouge, ils ont accepté le déplacement et venir assister à ce championnat. C'est en mettant du cœur qu'on a pu faire le déplacement pour venir ici. Maintenant, ce qu'on retient de cette compétition, c'est un signe pour l'unité du Mali. C'est un signe de fraternité. On a été vraiment bien accueillis, on a été bien installés. Cela prouve qu'il y a la paix que tout le monde recherche. Pas seulement le nord. Au Mali, nous n'avons même pas besoin de dire nord-sud ou est-ouest. Le Mali est un et c'est un pays unique. Contrairement aux autres années, l'édition 2012 n'a pas été couplée avec la Coupe du Mali. Généralement, nous organisons en fin d'année les championnats nationaux couplés de la Coupe du Mali. Mais vous tous, vous connaissez la situation que vit notre pays. Nous n'avons pas pu coupler cette année les championnats à la Coupe du Mali parce que les équipes n'allaient pas être à égalité. Quand même, nous pouvons nous réjouir parce que nous avions enregistré un grand nombre d'athlètes. Les athlètes de Gao et de Tombouctou ont quitté Gao et Tombouctou pour être présents à cette fête-là. Donc, on peut se réjouir que la fête a été vraiment très belle puisqu'on a enregistré la présence de tout le monde. Cette compétition ferme la saison sportive de l'année 2012 en athlétisme. Daisy Soko vous présente les éditions du soir. Ayons une pensée profonde à nos compatriotes des régions du Nord. À demain 10h. Merci.